merci d'être venus, toutes et tous, pour cette réunion publique sur la protection de l'enfance, éducation, quel avenir pour notre jeunesse, en présence d'Hendrik Davy, qui est député France Insoumise NUPES de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, et qui siège à la Commission parlementaire des affaires culturelles, éducation et jeunesse, et plus précisément à l'intérieur de ces commissions, qui s'intéresse et qui s'investit beaucoup sur les questions d'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, d'ailleurs, tu as rédigé 2 propositions de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, enfin la deuxième est en cours de finalisation. Et donc tu parleras ce soir plus particulièrement d'éducation, voilà, en lien avec la protection de l'enfance, puisque Marianne Maximi, elle est députée du Puy, donc France Insoumise NUPES également, du Puy-de-Dôme, et elle est à l'initiative d'une proposition de commission d'enquête parlementaire sur l'état de la protection de l'enfance en France. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'elle est venue aujourd'hui en visite à Marseille pour se rendre compte de comment ça fonctionne, ou que ça fonctionne plutôt mal dans les Bouches-du-Rhône. Donc cet après-midi, on a rencontré plusieurs acteurs de la protection de l'enfance. D'abord, bien évidemment, ceux qui accompagnent les mineurs non accompagnés, parce que c'est un gros sujet à Marseille, cette non prise en charge des mineurs non accompagnés. Et puis ensuite, d'autres professionnels, des magistrats sur la protection de l'enfance, et les syndicats du département et de l'action sociale également sur les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc protection de l'enfance, éducation, parce que voilà, quel que soit en fait le lieu, les institutions, les mesures qui sont mises en place pour ces jeunes, aujourd'hui c'est en fait quelle est la politique gouvernementale anti-jeunes qui est mise en place, et comment ça se passe à la fois dans l'éducation et la protection de l'enfance. Et on écoutera du coup Marianne et Hendrik parler de que faire aussi dans ces champs-là, dans ces secteurs. Je laisse la parole du coup en premier à Marianne. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci Pauline, merci Hendrik aussi de m'avoir accueilli. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors effectivement, on va parler enfance, on va parler jeunesse, on va parler éducation, et moi je vais vous parler d'un secteur qui est peut-être un peu méconnu, sûrement très méconnu en fait, c'est le secteur de la protection de l'enfance. Alors souvent on parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avant c'était la DAS, ce qui était un moment où l'État gérait cette compétence. Alors pourquoi je traite ce sujet-là en tant que parlementaire? D'une part parce que mon point de départ c'est mon travail. Moi je suis de formation, je suis EduxP, éducatrice spécialisée, et je travaillais moi-même en protection de l'enfant jusqu'à mon élection en juin 2022. Je travaillais dans un centre départemental de l'enfance à Clermont-Ferrand. Et toutes ces années en tant que professionnelle, j'ai vu ce secteur qui allait déjà pas bien quand j'ai été diplômée, mais se déliter et s'effondrer sous mes yeux de professionnelle. Et quand j'ai été élue, je me suis dit, mais en fait, moi c'est un sujet que j'ai envie de porter politiquement, parce que c'est un sujet qui est invisibilisé de la vie politique et médiatique. L'enfance en général est un sujet qui est très peu traité en politique, ou alors souvent maltraité par les politiques. Et souvent, quand on parle des droits des enfants, c'est parce qu'il s'est passé un drame. Et c'est souvent le point de départ, malheureusement, des réflexions qu'on a au niveau de la vie politique. Donc moi, ça fait 1 an et demi que j'essaie de former, de convaincre, d'une part, mes collègues, parce qu'en fait, même dans notre groupe, effectivement, c'est pas forcément un secteur qui est très connu. On parle plus facilement de l'éducation nationale que de la protection de l'enfance. Et puis j'essaie de le porter dans des interventions, dans mes travaux parlementaires, notamment je suis membre de la délégation aux droits des enfants qui s'est créée au début de ce mandat-là, donc ça c'est un bon signal. On s'est dit, voilà, il se passe quelque chose quand même à l'Assemblée, puis très vite j'étais assez déçue parce que bon, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les macronistes et sur ce qu'ils sont capables de faire, même à l'Assemblée nationale, mais moi j'ai intégré cette délégation en voulant porter l'effondrement clairement de ce secteur, et c'est un terme que j'ai mis dans le débat public, et là, en 1 an et demi, ça y est, c'est un terme qui revient forcément plus facilement, parce que malheureusement, on a été percuté à Clermont-Ferrand, mais aussi nationalement, par un drame. C'est le suicide de Lily, qui avait 15 ans,
et qui étaient placés par l'aide sociale à l'enfance dans un hôtel. Et ça, c'était en mois de janvier dernier. Et malheureusement, comme je disais, la politique fonctionne beaucoup à l'émotion, et du coup, quand il se passe quelque chose d'aussi dramatique, d'un coup, ça devient un sujet. Et moi, ma bagarre depuis le décès de Lily, c'est que ça soit pas un fait divers, et que ça soit un sujet, mais de long terme. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus jamais Lily, en fait, qui se retrouve seule dans un hôtel alors qu'elle doit être protégée par l'État, et qu'il y ait surtout une réaction politique pour prendre soin de cette politique publique, et évidemment des enfants qui sont les premiers concernés par cette politique publique. Et donc, depuis que je suis élue, j'essaye de me déplacer. Alors, c'est pas évident parce qu'on a des vies très, très chargées, mais d'aller mesurer en fait ce qui se passe dans les départements, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique qui est décentralisée, qui appartient au département. Donc, en fait, il y a autant de politiques qu'il y a de départements. Donc, il y a 101 politiques différentes en termes de protection de l'enfance en France aujourd'hui, ce qui fait qu'un enfant qui est confié dans un département n'a pas du tout le même parcours, les mêmes chances ou les mêmes galères qu'un enfant placé dans un autre département. Et du coup, nous, on se déplace parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun indicateur national pour mesurer comment fonctionnent aujourd'hui les politiques de protection de l'enfance, combien il y a d'enfants placés, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs histoires, quels sont leurs futurs, en fait, qu'est-ce qui leur arrive une fois qu'ils sont sortis d'aide sociale à l'enfance. En fait, il n'y a aucun indicateur qui mesure ça. Et donc, se déplacer, c'est aussi obtenir des données. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en rencontrant, évidemment, ce qu'a dit Pauline, différents acteurs de la protection de l'enfance ou des premiers concernés qui sont les mineurs non accompagnés, parce que la protection de l'enfance n'a pas de nationalité, c'est-à-dire qu'un mineur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, s'il est en danger, il doit être protégé. Et c'est le cas des mineurs non accompagnés. Sauf que je vais y revenir, vous allez voir que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et donc on se déplace et on essaie d'évaluer avec nos petits outils la protection de l'enfance. Et quand à l'Assemblée, on a des outils, on va dire, parlementaires pour travailler, et notamment les commissions d'enquête. Donc moi, j'ai rédigé, suite à la mort de Lily, une résolution visant à créer une commission d'enquête sur la protection de l'enfance, sur les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Et entre-temps, et c'est une bonne nouvelle, le Parti socialiste a décidé d'utiliser son droit de tirage, donc c'est le droit qu'on a chaque année et chaque groupe de proposer une commission d'enquête, ce qui va beaucoup plus vite. Donc là, les socialistes ont annoncé ça il y a 2 jours. Donc, celle que j'avais proposée, elle avait beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc moi, je suis très contente que les socialistes aient pris l'initiative, avec beaucoup aussi de méfiance, des fois, sur comment ça sera mené. Mais en tout cas, je suis très contente que cette commission d'enquête va se mettre en place. Parce qu'on a besoin, au niveau politique, de à la fois faire un état des lieux, mais ça, il est assez facile à faire parce que ça va très mal partout. Mais surtout, de pouvoir comprendre ce qui est dysfonctionnant dans cette histoire, les départements, l'État, les acteurs en tout cas qui sont en charge de la protection de l'enfance, et surtout de trouver des améliorations. Voilà, et en fait dans les Bouches-du-Rhône c'est intéressant parce que on a voulu venir, bon, d'une part parce que j'ai un collègue qui fait du bon boulot, mais aussi parce que Martine Vassal avait fait partie des présidents de département qui fièrement avaient annoncé désobéir à la loi, c'était il y a quelques mois, en disant que les MENA coûtaient très cher et qu'elle allait les prendre moins en charge ou voire arrêter leur prise en charge. Et en fait, il faut savoir qu'en France, il y a eu plusieurs départements de droite extrême, qui ont annoncé désobéir à la loi sans aucune réaction, mais vraiment aucune du gouvernement. C'est-à-dire que, tranquillement, les départements sortent de leurs compétences, disent bah voilà, moi les ménages, je ne m'en occupe plus, je les prends plus en charge. Et ça passe sans problème. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand la loi immigration a été adoptée de manière honteuse à l'Assemblée nationale, il y a des départements de gauche qui ont dit qu'ils n'allaient pas l'appliquer, et tout de suite dans les médias ça a été un scandale national, des départements qui allaient désobéir à une loi raciste, quelle honte. Et pourtant nous avons des départements racistes qui annoncent désobéir et personne ne corrige ça. Et donc c'est important qu'on rencontre d'ailleurs les MNA, enfin quelques MNA mineurs non accompagnés. Donc c'est des jeunes étrangers qui sont seuls sur le territoire français, qui sont des mineurs, donc des enfants, et qui sont très mal pris en charge, et souvent pas pris en charge parce que les départements ont délégué leur évaluation, le fait de savoir s'ils sont mineurs ou pas, souvent à des associations, des entreprises qui font du chiffre et qui déclarent en fait tous ces jeunes qui sont majeurs, et ce qui permet de les remettre à la rue et de les laisser seuls, alors que souvent quand ils font des recours,
bah, ils gagnent parce qu'en fait ce sont des mineurs, des personnes qui n'ont pas 18 ans et qui doivent être protégées et accompagnées. Et donc on s'est rendu dans un squat cet après-midi avec le syndicat des avocats de France, rencontrer notamment une dizaine de ces jeunes qui sont de plus... Là c'était des garçons, mais il y a aussi des jeunes filles qu'on voit moins souvent et qui sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire à héberger quelques nuits à l'hôtel le temps qu'on fasse les tests et puis une fois qu'on dit qu'ils sont majeurs, et bah, dehors. Et ils n'ont pas d'accès à la scolarité, ni à la santé, ni aux loisirs. Et en fait, s'ils arrivent à survivre, c'est grâce en fait à la solidarité citoyenne, aux associations, aux collectifs militants, à RESF, à tous ceux qui ouvrent des squats et qui les accompagnent et qui en fait se suppléent à l'État et au département pour faire en sorte que ces gamins soit ne soient pas récupérés par des réseaux mafieux de prostitution, de trafic de drogue ou dans des situations de danger grave. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans beaucoup de départements, dans tous les départements, mais cette désobéissance des départements est très très grave parce qu'on est quand même un pays qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et qui, normalement, nous ordonne et nous oblige à protéger n'importe quel enfant, peu importe sa nationalité, son parcours, mais un enfant qui est seul ici est en danger, et c'est un enfant qui doit être protégé. Et même quand ils sont protégés par les départements, et c'est un syndicaliste qui disait ça, c'est des accompagnements low cost, c'est-à-dire on met très peu d'argent, très peu de moyens pour accompagner ces jeunes qu'on met souvent dans des hôtels et qu'on laisse se débrouiller tout seul jusqu'à la majorité, et une fois qu'ils sont majeurs, on ne s'en occupe plus du tout. Et donc voilà, notre point de départ était d'aller voir ces départements qui annonçaient être en difficulté, et en fait quand on regarde, souvent c'est des départements qui sont excédentaires au niveau budgétaire, et c'est le cas d'ailleurs des Bouches-du-Rhône. C'est un département qui a des investissements, qui investit beaucoup dans les infrastructures, mais très peu dans ses politiques de l'enfance. Et ça a été confirmé en fait toute la journée par les acteurs et les actrices qu'on a pu rencontrer, les magistrates, mais aussi évidemment les agents du département qui nous expliquent les conditions de travail affreuses qu'ils ont à subir, le manque de personnel et surtout les répercussions que ça a sur les parcours des enfants. Je rappellerai juste que l'enfance, c'est de 0 à 18 ans, donc ça concerne aussi bien des petits bébés que des futurs adultes presque majeurs. Et en fait, toute la chaîne de protection de l'enfance est défaillante. Et c'est ce qu'on observe en fait dans mes auditions et dans mes déplacements sur tout le territoire. Alors les Bouches-du-Rhône, c'est particulièrement compliqué, ça c'est sûr. On a plus de 5000 enfants placés dans les Bouches-du-Rhône, avec un manque de professionnels, avec un manque de moyens, avec un privé lucratif qui commence à investir évidemment le champ de la protection de l'enfance, qui est assez vorace et qui évidemment vient chercher de l'argent. Et c'est ce qu'on a observé des fois, déjà dans par exemple les EHPAD, avec le privé lucratif, ce qu'on a observé dans les crèches. Et la protection de l'enfance, évidemment, n'y échappe pas non plus, et c'est-à-dire qu'elle aussi est quand même une cible pour le business. Et évidemment, le business n'a jamais été une solution pour s'occuper des personnes vulnérables. Tous les exemples qu'on a ont démontré justement le contraire, et que c'était plutôt encore plus de maltraitance et encore moins de services pour ces enfants. Alors, quand je dis que ça concerne tout le territoire, moi je viens du Puy-de-Dôme, et quand j'étais d'UXP, c'est déjà ce que je voyais, et sauf que là, on voit une accélération très forte et très rapide de la dégradation de la protection de l'enfance. On le voit, je le disais, de la toute petite enfance, des 0-3 ans, qui sont normalement dans des pouponnières. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons des pouponnières dans normalement à peu près tous les départements. Toutes sont en sureffectif, ce qui donne des enfants qui ont des parcours dès le plus jeune âge, dès les premiers jours de vie, en collectivité, et avec très peu de perspectives d'évolution parce que les départements n'ont pas investi pour embaucher des familles d'accueil ou des structures d'accueil. Et donc on a des enfants qui vont passer leurs premières années de vie dans des structures collectives et qui vont développer aujourd'hui des choses qu'on pensait disparues dans notre pays, ce qu'on appelle l'hospitalisme. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est ce terme, l'hospitalisme. C'est ce qu'on voyait dans les orphelinats en Hongrie, par exemple. C'est la dépression sévère du nourrisson. Et c'est une dégradation très rapide du développement des très jeunes enfants. Et ça, c'est des choses qu'on avait réussi à éradiquer dans notre pays après-guerre. On avait réussi à construire un service public, à prendre en charge, à comprendre les besoins d'un très jeune enfant. Et aujourd'hui, on revoit apparaître des dépressions sévères du nourrisson dans des lieux de protection de l'enfance. Et c'est la même chose à la fin de l'enfance, c'est-à-dire à l'arrivée de la majorité, où on a aujourd'hui des enfants qui ont passé la plupart de leur vie dans des structures de protection de l'enfance, en collectif, et qui du jour au lendemain, à leur majorité, se retrouvent en sortie sèche, comme on appelle ça, c'est-à-dire tu as 18 ans aujourd'hui, voilà, c'est la fin de ta prise en charge, voilà ton sac, et bonne vie. Voilà. Et en fait, ça, c'est normalement interdit par la loi, mais aujourd'hui, les départements le pratiquent encore beaucoup.
et donc ne font pas ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs pour accompagner jusqu'à 21 ans. Parce que moi je ne sais pas qui aujourd'hui est capable à 18 ans d'être autonome, de subvenir seul à ses besoins, mais moi je sais qu'à 18 ans c'était pas possible. Et en fait on demande ça à des jeunes qui ont déjà des parcours de rupture, des parcours chaotiques, souvent beaucoup moins de diplômes parce qu'à l'aide sociale à l'enfance, la scolarité est très chaotique aussi, donc c'est souvent les gens... le taux de diplôme dans la protection d'enfance est très bas, et donc on va demander à des jeunes d'être autonomes, de se débrouiller, et en fait on sait aujourd'hui que 40% des jeunes de moins de 25 ans que vous rencontrez en errance sont des sorties de l'ASE, en fait des jeunes qui ont été mis à la rue à leurs 18 ans et qui se retrouvent sans famille évidemment, parce que la famille va pas mieux qu'avant, et sans accompagnement éducatif. Et donc tout ça c'est vraiment pour montrer que toute la chaîne de la protection de l'enfance elle est défaillante. Et face à ça, on a des professionnels qui sont dans des conditions de travail qui sont franchement très très compliquées, parce que quand on fait ce métier-là, c'est pour essayer de faire son métier correctement, c'est pour essayer d'accompagner ces jeunes, et en fait on se rend compte que faute de moyens, faute de soutien, faute de structure, de budget adapté, et on a des professionnels qui partent, qui quittent, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'hôpital, en fait, à l'hôpital public, où des soignants disent en fait juste je ne veux plus faire ce métier-là, je le fais mal. Et rentrer chez soi le soir en se disant j'ai fait de la merde toute la journée, j'ai mal accompagné telle personne, j'ai pas été à ma place d'éduc, et en fait ça fait qu'on a aujourd'hui un vrai problème, comme dirait le gouvernement, d'attractivité, mais qui n'est pas dû au hasard. C'est pas d'un coup les gens s'intéressent de ce métier-là, c'est qu'en fait les conditions de travail sont tellement compliquées, et le fait de devenir aussi un outil de la maltraitance, c'est ce que nous disent beaucoup les professionnels, et moi c'est ce que je vivais aussi, fait qu'en fait vaut mieux faire autre chose que de continuer à faire du mal, et c'est un aveu d'échec qui est très grave, et puis aussi c'est des métiers évidemment qui sont mal rémunérés et très peu reconnus, dans le sens où, comme beaucoup de métiers dits féminins, des métiers du soin, du lien, qu'on a fait des siècles et des siècles gratuitement, d'un coup on s'est dit tiens, pourquoi on paierait bien les femmes pour le faire, parce que quand même elles l'ont fait gratuitement des siècles avant, et du coup c'est des métiers qui sont très peu reconnus, et avec des évolutions salariales qui sont franchement pas à la hauteur du travail qui est fourni, des horaires qui sont celles des travailleurs sociaux, parce que travailler en internat c'est travailler les soirs, les week-ends, les jours fériés, les dimanches, c'est du 24-24, donc du coup il y a un problème de rémunération, donc il y a des batailles. Par exemple on a eu le Ségur, nous, au moment de quand il y a eu après le Covid, il y a eu le Ségur de la santé qu'on a réussi à arracher pour les travailleurs sociaux, et encore pas tous, parce que dans les exclus du Ségur, par exemple, les travailleurs sociaux en font beaucoup partie, et en plus le Ségur c'est pas grand chose, on va pas se mentir, c'est une prime de 183 €, donc c'est pas non plus une reconnaissance énorme, mais c'était toujours ça de prix qu'on pouvait arracher au gouvernement, et même ça il a fallu mener des batailles énormes pour ça. Je sais pas combien de temps j'ai, mais je vais essayer d'avancer, parce que le but c'est aussi qu'on puisse en parler, mais moi ce que j'essaye de politiser cette question-là, que c'est pas du hasard, que c'est vraiment un abandon d'un service public entier, d'une politique publique entière qui s'est effondrée sur elle-même, parce qu'on a voulu faire des économies, sur le dos des enfants évidemment, en laissant les départements gérer leur budget comme ils l'entendent, en faisant des choix politiques, et évidemment les enfants placés qui s'en soucient. Souvent on a vraiment un biais qui est culturel, dans le sens où on se dit mais c'est un peu la société se dit c'est les enfants de personne, parce qu'on voit bien que les parents qui ont leurs enfants placés, c'est pas eux qui vont aller sur les plateaux télé et dire moi on maltraite mon gamin, c'est pas eux qui vont aller faire des recours, c'est pas eux qui vont aller crier au monde entier ce qui se passe dans la protection de l'enfance. Et en fait toutes les politiques publiques ont compté là-dessus, ont compté sur le silence des personnes concernées, on comptait sur le silence de leur famille, sur le silence des enfants eux-mêmes, parce qu'en enfant, c'est pas à eux de porter leur lutte, je veux dire, c'est des enfants. Et ça a permis vraiment cet effondrement de ce secteur-là. Et puis parce que les politiques et les droits des enfants, c'est un truc qui est souvent un peu... moi, quand j'en parle, on me dit « Ah, mais parce que t'es une femme, t'aimes bien les enfants », c'est un côté très gnangnan. Sauf qu'en fait, les droits des enfants, c'est pas un truc... c'est inscrit dans le droit, déjà. Et c'est pas un truc accessoire ou anecdotique. La façon dont on traite aujourd'hui les enfants dans notre société révèle évidemment la violence de notre société. Et en fait, tant qu'on ne sera pas capable de mettre des politiques à la hauteur des enfants et d'inscrire dans toutes les politiques publiques les droits des enfants, et c'est pas que la protection de l'enfance dont je parle aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on fait une réforme, et en ce moment c'est que des réformes antisociales, il faudrait parler des enfants, mesurer l'impact sur les enfants. Et ça, en fait, on sait que c'est pas fait,
mais parce qu'il y a une vision très électoraliste aujourd'hui de pourquoi on fait des politiques. On en parlait très bien parce que Vassal l'incarne très bien ici. C'est qu'on va mettre plus de pognon sur un plan, ça s'appelle vos maisons. Les maisons du Bellage. Les maisons du Bellage. J'ai découvert ça, je ne connaissais pas, donc c'est très intéressant. Et il y a tout un truc sur le choix électoraliste en fait des départements qui sont bien plus sur les retraités, sur les plus anciens, ceux qui votent. Et en fait, un enfant ne vote pas. Et on part du principe que les familles des enfants placés ne votent pas non plus, en tout cas votent pas pour la droite. Et donc il y a vraiment un cynisme énorme, c'est-à-dire que c'est des choix qui ont été faits au détriment évidemment des droits des enfants, mais au détriment des droits aussi, de nos droits, parce que moi, en tant que professionnel, mais aussi en tant que parlementaire, je pense qu'Henri, tu pourras en parler, mais c'est quand on découvre ce secteur, on ne se rend pas compte à quel point c'est gravissime ce qui est en train de se passer dans la protection de l'enfance. Je pense que personne ne se rend compte, sauf ceux qui sont vraiment en première ligne. Et je voulais juste compléter sur la question des droits des enfants et des textes de loi, parce que moi j'ai eu à prendre la parole cette semaine à l'Assemblée sur un texte qui concernait le droit des enfants, enfin la protection des enfants. Notamment, il y a eu beaucoup de travaux sur la question de l'inceste et depuis la Ciivise et le juge Durand. Donc là, il y a un espace qui s'est ouvert sur ces questions-là. Et c'est important parce qu'on a un sacré tabou en France sur cette question-là. Et donc il y avait un texte, et avec Océane, elle avait regardé le nombre de textes qui concernaient les enfants à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez une idée du chiffre de combien de pourcentage de propositions de loi sont faites sur l'enfance. C'est 1% des travaux des parlementaires. Donc ça révèle quand même quelque chose de la place qui est laissée en fait aux droits des enfants, à l'enfance en général et aux soucis qu'on a sur leurs droits. Et c'est 1%, et souvent, en plus, les propositions de loi qu'on a trouvées, c'est souvent celles de la droite et de l'extrême droite qui visent à dégager les MNA de la protection de l'enfance, plus qu'à améliorer la protection de l'enfance. Et donc, on a un vrai enjeu à parler enfance à l'Assemblée nationale, à avoir des propositions et des textes de loi. Mais un autre enjeu, c'est que les textes les moins appliqués depuis le dernier quinquennat, c'est les textes qui ont concerné la protection de l'enfance. Ceux auxquels il a manqué le plus de décrets d'application, c'est les textes qui concernaient la protection de l'enfance. Il y a un exemple qui est évidemment très criant et qui a été très actuel, c'est la loi Taquet. Donc c'est la loi qui vise à améliorer la protection de l'enfance, qui date de 2022. Et cette loi, c'est la dernière loi qui a été adoptée sur la protection de l'enfance. Elle a 2 ans. Elle a fêté ses 2 ans en février. Elle a fêté ses 2 ans en fait au moment du suicide de Lily. Et là où c'est d'un cynisme énorme, c'est que la loi Taquet visait à interdire les placements hôteliers pour les jeunes de la protection de l'enfance. Et en 2 ans, il n'y a aucun ministre qui a été capable de mettre en place un décret d'application de cette loi. Et ce qui fait que quand Lily a été placée dans un hôtel, la loi normalement interdisait ce lieu d'hébergement pour une jeune fille aussi fragile et aussi jeune qu'elle. Et en fait, ils ont pris le décret suite à son suicide. Mais là où ils sont encore plus cyniques qu'on ne peut le penser, c'est que le décret qu'ils ont rédigé, en fait, c'est un décret qui permet de déroger à la loi telle qu'elle est rédigée. Donc c'est un décret qui n'interdit pas du tout les placements hôteliers, qui les encadre à minima, mais qui permet en fait au département de continuer à mettre des gamins fragiles à l'hôtel, parce qu'un gamin de la protection de l'enfance, c'est un gamin par essence qui a un parcours de vie compliqué, fragile, avec des traumatismes et qui a besoin d'un accompagnement éducatif au quotidien. Et donc, ce tableau-là, je pourrais continuer des heures, c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui toute la journée, parce qu'il y a énormément à dire, mais on a vraiment un espace, on doit nous politiquement, et en tout cas moi c'est ce que je me suis donné comme mission en tant que parlementaire, c'est de faire en sorte que la protection de l'enfance soit un sujet politique, que l'enfance soit un sujet politique, mais un vrai sujet politique et pas un truc justement comme d'instrumentalisation pour dire qu'on est gentil, qu'on fait des choses. Non, c'est vraiment de mettre au cœur de nos politiques publiques, dans tout ce qu'on peut à chaque fois, la question des droits des enfants dedans. Et donc ça c'est notre fil rouge, et donc je le disais, le PS a choisi son droit de tirage sur la protection de l'enfance, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant on va devoir mener une vraie bataille, parce que je me méfie quand même, je le disais, j'aime beaucoup mes camarades du Parti Socialiste, mais comme ils ont des départements aussi dont ils ont la charge, et que c'est pas tout parfait non plus dans les départements qui sont gérés par des socialistes, on va être très très vigilant au contenu de cette commission d'enquête, aux personnes qu'on va pouvoir auditionner, parce qu'une commission d'enquête, je vous rappelle, c'est... les personnes qui sont convoquées doivent venir, si elles ne se présentent pas, elles peuvent être poursuivies. En tout cas, c'est marqué dans le droit. Moi, j'ai participé à la commission d'enquête après Sainte-Soline,
que la Macronie avait mis en place. Et je peux vous assurer que les soulèvements de la Terre qui ne sont pas présentés, ils ont été convoqués au Comico. Donc voilà. Donc j'espère que si nous on a des gens qu'on convoque ne viennent pas, on fera pareil avec je sais pas, les présidents de département de France s'ils ne viennent pas, mais on verra. Et donc les personnes. Pardon, on va convoquer Vassal. Mais Vassal en prison, ça nous arrangerait. Mais tout ça pour dire qu'ils sont sous serment, donc il y a vraiment une exigence de vérité. S'ils ne le font pas, c'est un parjure. Et ça va vraiment permettre de comprendre aussi ce qui dysfonctionne, qui fait des économies sur le dos des enfants, qui a fait en sorte que les lois ne soient pas appliquées, pourquoi un décret d'application qui était très simple à rédiger n'a pas été pris dans les 2 ans dont il devait être pris, pourquoi on a des gamins qui sont encore aujourd'hui à l'hôtel. Moi j'ai des témoignages de gamins de 13 ans qui sont encore dans des hôtels aujourd'hui. Donc on a vraiment un enjeu d'investigation du côté parlementaire et puis aussi de mobilisation politique, parce que le Parlement il n'est pas très utile si derrière il ne se passe rien, s'il n'y a pas de rapport de force, si on n'a pas les travailleurs sociaux aussi qui disent bah voilà en fait on n'en peut plus et il faut maintenant passer la vitesse supérieure. Et moi c'est ce que j'ai dit à mes collègues du département du Puy-de-Dôme, parce qu'on a eu un gros rassemblement de tous les travailleurs sociaux du département suite au suicide de Lily dans le département. Et il ne faut pas que ça soit une fois, il faut vraiment qu'on prenne la parole, qu'on dise ce qu'on veut, qu'on existe, et que surtout on ne laisse plus faire ce que nous sommes en train de faire, qu'on se bouge, parce que on peut faire toutes les commissions d'enquête, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas le rapport de force, si on n'a pas des mobilisations derrière, on sera inaudible. Donc c'est aussi les 2 jambes, c'est-à-dire nous ce qu'on peut faire à l'Assemblée, mais aussi avec les syndicats et ce qu'on peut faire dans la rue pour que tout ça existe. Et voilà, donc c'est le début de cette phase-là. J'espère qu'on aura des résultats assez rapides sur cette commission d'enquête et qu'on va continuer, nous, en tout cas, à travailler sur cette question et surtout en parler parce que la visibilisation, c'est aussi ce qui permet que ça continue. Donc il faut vraiment qu'on puisse parler de ces enfants et de ces professionnels qui, au quotidien, font de leur mieux, mais dans des conditions qui sont de plus en plus dégradées. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Marianne. Alors je vais pas essayer de parler trop fort parce qu'avec le micro là, sinon j'avais plus à avoir d'oreille. Moi ce qui me semblait intéressant en fait pour poursuivre le débat, tu parles des enfants les plus vulnérables, ceux dont la vie des fois est en danger, ou en tout cas la psyché est en danger. Moi je voulais qu'on file cette histoire et qu'on aille sur l'ensemble de l'enfance et l'ensemble de l'éducation. Et ce qui me semble intéressant, si on commence par avant la maternelle, il y a déjà la petite enfance, et ça me semble intéressant de commencer par là, et d'essayer de voir les enfants, de les suivre jusqu'au bac, voire à l'université, vous allez voir. Et sur la petite enfance, ce qui est assez clair, en tout cas à Marseille, c'est un manque de moyens donc criant au niveau des crèches publiques. Il n'y a pas de service public petite enfance unifié, c'est ce que nous on propose. Ce manque de moyens dans les crèches publiques fait que aussi il y a un manque de personnel et ils sont en grande souffrance. Moi j'en ai rencontré plusieurs qui m'expliquent. Alors souvent c'est pas le manque de personnel directement des gens qui interviennent au niveau des enfants, mais c'est aussi l'environnement en fait. C'est comme dans les écoles avec les ATSEM, c'est le même problème. Et donc du coup il y a souvent des dysfonctionnements des crèches qui sont obligées de fermer ou qui sont en grande souffrance. Ensuite, on se retrouve donc avec une partie de la population qui n'a pas de place et qui envoie leurs enfants dans des crèches privées. Et vous allez voir, dans toute l'histoire que je vais vous raconter, à chaque fois c'est la même histoire. À chaque fois, on a un dysfonctionnement du public et à chaque fois, on propose une solution privée qui coûte un pognon de dingue et qui ne met pas réellement les enfants plus en sécurité que dans la solution publique. Alors pour les micro-crèches privées, je connais bien l'affaire, parce que mes enfants n'ayant pas eu de place au public, j'ai vu ce que ça donnait. Et en gros, c'est souvent des petits entrepreneurs qui finalement montent une micro-crèche, 2 micro-crèches, 3 micro-crèches. Et tant que l'équipe fonctionne bien, ça va. Mais comme ils font de la pressurisation pour faire un max de bénéfices, ils font du fric, petit à petit ça peut dérailler et à la fin ça met les enfants en danger. Moi j'ai connu ça, c'est-à-dire des lieux qui étaient avec des fenêtres qui donnaient sur un parking avec 3-4 mètres et les gamins circulaient. Et il y a une responsable de la crèche qui avait démissionné, qui un jour nous a tout balancé, c'est balance ta crèche. Donc voilà, c'est exactement ce genre de dynamique. Ensuite, maintenant on va parler un peu d'école publique. Une fois qu'ils arrivent à la maternelle, on peut se dire ils sont sortis d'affaires. Bon, mais non. Alors, juste je vous annonce, parce que c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui sur la circonscription, on a 8 fermetures de classes. Et aucune ouverture sur l'ensemble de la circonscription, donc c'est 4, 5 et 6e arrondissement. Alors, 8 fermetures de classes,
ça va forcément créer de la mobilisation, et j'espère que les parents d'élèves vont se mobiliser. Moi, j'en ai parlé à BFM récemment. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on nous fait croire, le service public de l'éducation ne va pas très bien. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'en Europe, c'est pire, et qu'en France, quand même, on a des conditions... Voilà. Non. Un, les salariés de l'éducation nationale sont beaucoup moins payés que leurs collègues dans le reste de l'Europe. Et deux, le taux d'encadrement est bien plus faible. Alors, en gros, nous, dans le projet, on dit qu'il faudrait passer en moyenne, sur lycée et tout ça, de 21 actuellement en élèves par enseignant à 19. C'est ça qu'on propose. Mais sachez que 19, c'est la moyenne de l'OCDE. Donc il faut aussi qu'on casse cet imaginaire qu'ils nous ont mis, qui est que, en fait, en France, quand même, on investit beaucoup, tout ça. Non, ils sont mal payés, ils sont sureffectifs dans les classes. Et donc, quand on sait ça, fermer 8 classes, c'est criminel. Alors, d'autant plus qu'on sait, et ça c'est scientifique, qu'il y a une corrélation parfaite entre la capacité à maintenir l'autorité du professeur des écoles et le nombre d'élèves. Il y a des débats entre les chercheurs sur la question du niveau, etc. Mais par contre, sur l'autorité en classe, il n'y a pas de débat. C'est démontré. C'est plus facile quand vous avez 15 gamins que quand vous en avez 30, évidemment. C'est évident. Donc ça, c'est une chose qui me semblait importante. Et donc ces conditions de travail dégradées, elles amènent à quoi? Elles amènent à une grande souffrance au travail. Grande souffrance au travail, d'abord, des enseignants, et puis des personnels qui entourent tout ça, les ATSEM, on sait quelque chose au niveau de Marseille. Et à l'arrivée de ça, donc cette souffrance au travail peut générer des arrêts de travail, c'est pareil qu'à l'hôpital, et donc du coup, des souffrances au travail qui se rajoutent, puisque l'équipe éducative est mise en difficulté. On fait de la répartition assez souvent, moi je le vois dans les classes, c'est-à-dire que quand il y a un enseignant qui n'est pas là, on met les élèves dans l'autre classe. Et donc à la fin, on arrive à un système, et à l'hôpital c'est encore plus abouti, où on est au bord de l'effondrement du système de l'éducation. Et ça a des conséquences sur les mômes, évidemment. Alors, bon, je ne suis pas fan des évaluations, on en discutera probablement avec Samy, moi non plus je ne suis pas fan des évaluations internationales, mais néanmoins ça a des conséquences sur le niveau des enfants, cette affaire. D'ailleurs, les macronistes en savent quelque chose, puisqu'ils ont proposé en ZEP le dédoublement des classes. Alors, c'est pas une mauvaise idée en soi, le problème c'est que ça se faisait au détriment des autres classes. Mais s'ils ont proposé ce dédoublement des classes, c'est bien qu'ils savaient qu'il valait mieux diminuer le nombre d'enfants par classe, et que c'est la solution. Mais ça a des conséquences en cascade après sur le harcèlement scolaire, évidemment. Quand il y a moins d'encadrement, il y a moins de gens qui vérifient, donc il y a moins de personnel autour des gamins. Donc à la fin, on a un décrochage, évidemment, et puis surtout, et ça c'est à Marseille, je voulais vous en parler, à la fin, on a un séparatisme scolaire. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la République qui est mise en danger. Pourquoi elle est mise en danger? Parce que finalement, les parents des classes favorisées, soit ils envoient dans le privé, bon, à Marseille c'est massif, et c'est massif pas forcément dans nos quartiers, c'est massif dans nos quartiers, mais c'est surtout massif dans le 13e et le 14e arrondissement. C'est-à-dire que dans les quartiers nord, c'est massif. Donc ils envoient dans le privé, assez mécaniquement, en disant ça ira mieux dans le privé. Voilà. Mais quand ils sont dans le public, et bien aussi ils essayent de contourner la carte scolaire. On a un cas ici entre Chabanon et l'école du cours Julien, pour ceux qui connaissent. Chabanon, c'est après le cours Lyoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste l'école qui est derrière le cours Lyoto. Voilà. Donc c'est un quartier qui est mixte, mais comme c'est le quartier qui accueille Noailles, tous les parents d'élèves qui sont autour de Chabanon décident d'envoyer les enfants, soit dans le privé, puisqu'il y a une école à Lodi, soit ils leur font faire de la musique pour qu'ils aillent au cours Julien. Alors on a déjà ce phénomène massif de séparatisme scolaire avant que Macron décide, avec ses expérimentations à la Mormolle-Neuve, d'amplifier ça. Parce que le projet, et ça c'est le projet de la loi Brisson, mais qui est une loi LR qui, on espère, va finir dans les... on ne va jamais être mis en œuvre, mais au moins ce qui est bien avec les Républicains, c'est qu'ils vont au bout du macronisme, ils sont un peu plus aboutis. Et donc la loi en question, c'est de rendre les directeurs d'école totalement chefs dans les établissements, d'avoir des établissements autonomes et de casser toute la carte scolaire. Et chaque école aura son projet, et vous mettez en compétition les écoles, et vous mettez en compétition les élèves, et vous mettez en compétition les parents d'élèves. C'est Parcoursup, mais pour les écoles. Vous voyez le truc ? Bon, et si on aboutit à ça, à la fin on tue la République, parce qu'à la fin les mômes ne se connaissent plus, ne se rencontrent plus. Moi j'ai la chance d'avoir grandi en banlieue parisienne,
où effectivement il y avait des contournements, tout ce que vous voulez, mais on était dans les mêmes collèges, on était dans les mêmes lycées, déjà c'était fini. Mais primaire et collège, on était collectivement dans la même vie, on se fréquentait, voilà. Et ça, ils vont finir de le casser. Bon. Et ça me semble vraiment très grave. La dernière chose que je voulais vous dire, parce que moi je ne voulais pas parler très longtemps pour qu'on puisse avoir le débat, mais c'est pourquoi tant de haine. C'est pourquoi ils cassent tout ça. Et on a eu le même débat hier, parce qu'on a fait un débat sur la précarité de la recherche, puis on dépeint les tableaux très noirs, puis les gens pouvaient se dire, mais soit ils sont cons, soit... Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça pour deux raisons. Ils ne sont pas cons du tout. La première raison, c'est de faire des économies. C'est pas la raison principale, mais c'est une première raison assez centrale. Et donc pour faire des économies, il faut augmenter la productivité des salariés. Et pour augmenter la productivité des salariés, il faut précariser, il faut les sous-payer, il faut... Voilà. Et puis il faut essayer d'envoyer certains salariés aussi, enfin certains élèves dans le privé. Donc ça c'est la première raison, c'est... Et pourquoi faire des économies? Pour qu'il y ait moins d'impôts sur les entreprises, pour que les entreprises viennent, vous connaissez toutes leurs affaires, voilà. Mais à la fin c'est pour qu'il y ait plus de profit pour les entreprises. Bon, à la fin, c'est 100 milliards de dividendes pour les entreprises du CAC 40 cette année. Donc la première raison c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la répartition de la richesse, elle aille vers le capital et moins vers nous. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ça marche. Ça marche. Depuis 1980, ça marche, leur affaire. Ils s'en foutent plein les poches. La bourse n'a jamais été aussi haute, ils s'en foutent plein les poches. Mais il y a une deuxième raison à ça. C'est qu'ils veulent ouvrir de nouveaux marchés. Parce que pour s'en foutre plein les poches, c'est vachement plus efficace quand vous ouvrez de nouveaux marchés. En plus, quand c'est des marchés où les clients, vous les avez gratos. Et ça, c'est les cliniques privées, parce qu'il y a la sécurité sociale, et c'est les écoles privées, et les écoles privées du supérieur. Parce que forcément, les gens veulent que leurs enfants aient des qualifications. Et donc forcément, il y a des consommateurs du service. Et donc ça, c'est très puissant. Et donc le truc, à la fin, c'est d'avoir du privé et du public, et de favoriser le privé. Alors là, on a eu un exemple, je bascule sur l'hôpital, parce qu'on a eu cet exemple hier. En gros, il y a eu 1 milliard d'euros qui n'ont pas été dépensés par les hôpitaux par rapport à leur dotation après le Covid, au moment du Covid. Parce que les agents étaient tellement en souffrance, etc., qu'ils n'ont pas pu faire l'activité. Comme vous savez, ils sont rémunérés à l'activité, etc. Donc normalement, l'État aurait dû redonner 1 milliard d'euros aux hôpitaux. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, les cliniques privées ont surconsommé 500 millions. Et ben,